Adeline Muller, Bonjour. bonjour Adeline, qui nous vient, elle, de Bruxelles et qui est qui est porte-parole de son équipe, j'allais dire. Elle a préparé sa communication avec Thomas François, pardon. Elle vient donc de l'université, excuse-moi, là, je cherche mes mots, Université catholique de Louvain, excuse-moi. Et donc, la conférence qu'elle présente, dont le titre est « Les avancées en rédactologie influencent-elles les guides de rédaction claire en Belgique francophone ?» Une étude sur corpus. Merci Adeline. À vous. Vous voyez bien mon PowerPoint? Très bien. Super. Mais du coup, bonjour tout le monde et merci d'être là pour m'écouter parler des guides de rédaction claire en Belgique et d'une étude de corpus. Alors, je vais d'abord vous présenter encore un peu l'efficacité communicationnelle et les guides de rédaction claire en général, avant de passer plus en détail à notre méthodologie et nos résultats. Alors, rédiger clairement, on en a beaucoup parlé aujourd'hui et même déjà hier, donc ça permet de rendre les textes plus efficaces et que ces textes atteignent leur but plus facilement. C'est un enjeu de taille et d'autant plus pour les textes administratifs qui ont une visée pragmatique, donc un but pratico-pratique, et qui sont adressés au grand public. Quand on est dans des textes administratifs, eh bien, il faut bien comprendre que tous les citoyens doivent être sur un pied d'égalité, donc c'est vraiment très, très important. Les gouvernements l'ont bien compris et donc, assez rapidement, on voit apparaître des lois sur la clarté des communications vers le citoyen. En Belgique, elle date de 1993, enfin 93. Je vais essayer de ne pas parler en belge, je vous promets. Où on dit que l'utilisateur doit pouvoir disposer de lettres, de circulaires et de formulaires compréhensibles et précis. Les services publics s'efforceront d'adapter leur communication à leurs interlocuteurs et éviteront tout jargon technique qui ne soit pas indispensable à la précision. Donc voilà, 93, chez nous, donc plus tard qu'en France. Et ceux qui doivent mettre ça en pratique, ce sont évidemment les rédacteurs. Alors, les rédacteurs en Belgique francophone, dans les administrations, ne sont pas toujours formés ni en rédaction claire, ni en communication. Ça va être assez difficile pour eux de comprendre où se situent les problèmes. Ce sont des spécialistes du domaine administratif, parfois même dans d'autres domaines, ça dépend un peu des administrations, et ils ne sont pas toujours conscients de la difficulté qu'est ce domaine administratif pour les non-initiés. Évidemment, on a créé des aides. Donc, les administrations leur ont créé des guides de rédaction claire et des guides de rédaction claire et simples. En Belgique francophone, on en compte 3, faits par les administrations. Le premier est sorti en 2000, donc vous voyez, entre 93 et 2000, il a fallu attendre un peu. Un deuxième en 2006 et le plus récent qui date de 2017. Néanmoins, il y a quelques limites au guide, ça on en parlera juste après. Mais avant ça, nos questions, c'était, tiens, on a 3 guides en Belgique, mais quelles sont les différences entre ces 3 guides? Est-ce qu'entre 2000 et 2017, il y a un changement de perspective avec les années? Ou est-ce que c'est autre chose, peut-être une prise en compte d'autres recherches que ceux qu'il y avait au début? Et puis dans la pratique, qu'en est-il dans la pratique? Est-ce que les conseils sont suivis? Et comme on avait un peu 2 grandes questions, on a fait 2 analyses. Une première, l'analyse des guides de rédaction claire, et une deuxième, une analyse de corpus, donc dans une collection de textes. Alors, avant d'entrer dans notre méthodologie, quelques points sur l'état de l'art. Alors, au niveau de l'efficacité communicationnelle, donc on essaye que notre texte soit efficace. En réalité, il y a, donc, efficacité communicationnelle ou interactionnelle, il y a 2 types d'efficacité là-dedans. L'efficacité informationnelle, de rendre le texte compréhensible pour les lecteurs en travaillant sur des aspects lexicaux, syntaxiques, structurels, visuels. Et au niveau de l'efficacité relationnelle, là, aider la relation entre administration et lecteurs dans une relation où il faut essayer d'avoir un co-management alors qu'on est dans une relation asymétrique. L'administration a les informations que recherche le citoyen. Et pour y arriver, on peut passer notamment par le biais de la politesse linguistique. Au niveau des aides, les guides de rédaction claire, comme je l'ai dit, il y a 3 guides en Belgique francophone. Écrire pour être lu, c'est le premier guide qui est sorti en 2000. Il a servi de base pour nos 2 autres guides belges, mais aussi pour le guide de l'Union européenne. Donc, c'est un guide qui a été largement diffusé. Et malheureusement, il y a quand même des limites au guide qu'on va appeler classiques. Donc, les conseils qui sont donnés ne sont pas toujours généralisables à toutes les situations ou pour tous les lecteurs. Évidemment, des lecteurs faibles sont des publics différents que le lecteur moyen ou qu'un lecteur avisé.
Les conseils ne sont pas toujours utilisables pour tous les types de communication possibles. Donc, est-ce que c'est bon pour l'oral? Est-ce que c'était bon pour les nouveaux médias? Les guides les plus classiques, donc les plus anciens, les nouveaux médias, on n'en parlait pas tant que ça. Donc, non, pas vraiment, ils n'y pensaient pas. Et les conseils de ces guides classiques se focalisaient beaucoup sur des structures de surface, donc beaucoup au niveau des conseils au niveau du lexique et de la syntaxe, donc la lisibilité dans son sens premier et pas tellement sur la compréhension globale ni sur le relationnel. Et les rédacteurs, qui n'ont pas forcément de formation derrière eux, ils n'ont pas toujours le recul nécessaire pour s'intéresser à la macrostructure du texte si les guides eux-mêmes leur font un focus sur lexical et syntaxique. Ça, c'est en théorie. Nous autres, on a voulu voir en pratique qu'en était-il chez nous en Belgique francophone. Alors, quels sont les guides dans les administrations? Il y a 3 guides créés par les administrations. Le premier, je l'ai déjà mentionné, c'est Écrire pour être lu, qui a été fait par la communauté française de Belgique, qu'on appelle aujourd'hui Fédération Wallonie-Bruxelles, je vais souvent l'appeler FWB, qui est sorti en 2000 et qui a été réédité en 2010. Alors, sa réédition, le contenu n'a pas changé, à part la préface, mais donc c'est moins important. Les conseils, eux, n'ont pas du tout changé. Ce qui, en fait, a été le plus modifié, c'est le visuel. Là, vous voyez la couverture de la version de 2010. Avant, c'était juste écrire pour être lu sur une couverture blanc cassé avec un petit liseré de couleur. C'était tout. Et à l'intérieur, là, ils ont beaucoup rajouté des illustrations qui n'étaient pas du tout existantes avant. Le deuxième, c'est 10 règles d'or pour des textes plus lisibles. Là, c'est la Wallonie qui s'en est occupée, donc une région, avant c'était une communauté, l'imbroglio politique belge, on ne va pas rentrer dans les détails, qui est sorti en 2006. Là, c'était vraiment 10 grandes règles avec des explications à l'intérieur. Et enfin, le guide des bonnes pratiques pour des documents administratifs clairs de l'IWBS. Alors, qui sont-ils? En réalité, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie qui se sont mis ensemble pour créer un nouveau guide dans le cadre de la Wallonie-Bruxelles simplification. Et le petit E de le IWBS, c'est pour dire électronique. Donc, c'est un guide qui a été créé lorsqu'ils se sont dit, oui, mais il faudrait un guide pour les démarches, tout ce qui va être en ligne avec le virage numérique. C'est pour ça que c'est un nouveau guide de 2017. Alors, quelle forme prennent ces guides? Alors, les 2 premiers guides, celui de la Fédération de Bruxelles et celui de la Wallonie, ce sont des livres, des sortes de manuels, presque des manuels scolaires. On va avoir des chapitres ou des grands titres et dedans, on va avoir des listes de conseils à apprendre. Et à la fin, si le rédacteur a bien tout compris, il va faire un exercice. S'il a compris, c'est très bien, bien fait pour lui. Il a réussi à comprendre les conseils et devrait pouvoir les réutiliser. Exemple d'exercice qu'on peut trouver, voilà, c'est vraiment très typique, c'est voici une l'entête d'une lettre, on trouve ceci, ça c'est le point de vue de l'administration, on voudrait faire le point de vue du lecteur, comparez votre réponse avec le corrigé. Donc, on est vraiment très proche d'un manuel scolaire. Quand le rédacteur a lu ça, on ne sait pas s'il va vraiment l'utiliser comme un outil lorsqu'il va rédiger son texte ou s'il va prendre ça comme une auto-formation et après, c'est bon, on n'y touche plus. Tandis que le guide de l'IWBS, donc le guide le plus récent, là, il est vu vraiment comme un outil de travail. Quand le rédacteur va travailler son texte, il peut venir voir, il y a des grilles d'analyse, les différents éléments, se dire est-ce que c'est bien fait dans mon texte ou pas? Et si pas, il y a un renvoi vers une fiche où là, il va y avoir des conseils pour améliorer son texte sur cet élément précis. Dans ce guide, il y a également des liens pour les rédacteurs qui le souhaitent vers des formations internes en rédaction claire et aussi des outils supplémentaires. Donc là, on va trouver une longue bibliographie vers d'autres guides de rédaction claire, vers des recherches scientifiques. Donc, il y a beaucoup plus d'outils pour le rédacteur. Voici un exemple du grid d'analyse. Vous voyez, en général, comment est-ce qu'on fait en pratique. Un petit bonhomme qui sourit, un petit bonhomme pas content. Et si petit bonhomme pas content, la page où on va pouvoir trouver des aides. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour analyser les conseils de ces guides? Eh bien, on n'a pas juste analysé 3 guides, mais bien 21 guides de rédaction claire provenant de toute la francophonie, commençant entre 1994 et 2021. En réalité, il n'y en a qu'un seul d'avant 2000. Et on a récolté tous les conseils qui étaient donnés sur 5 niveaux d'analyse, 1 sur l'efficacité relationnelle et 4 sur l'efficacité informationnelle en les divisant en structurel, visuel, syntaxique et lexical. Il faut savoir que certains guides suivaient déjà ces distinctions en 5 parties. C'était le cas déjà d'Écrire pour être lu ou par exemple pour qu'on vous lise tout simplement du ministère du Revenu du Québec. Ça, c'était pour les guides. En ce qui concerne notre corpus,
Nous avons utilisé 102 textes d'administration belge francophone de différents niveaux de pouvoir en 2 périodes de temps. D'abord des textes datant d'avant 2010, donc des textes qui ont connu les 2 premiers guides, mais sans plus. C'est un corpus qui avait été récolté dans le cadre d'un projet qui s'appelle À mesure, et des nouveaux textes entre 2018 et 2020. Donc là, normalement, ça fait longtemps que les premiers guides étaient intégrés aux pratiques, plus il y a le nouveau guide qui était déjà en place également. Nous avions plusieurs types de textes. Nous avions des lettres, nous avions des brochures en triptyque et nous avions des documents plus longs, typiquement des pages web, qui venaient de plusieurs domaines. On s'est focalisé sur 2 domaines en particulier, le domaine médical, où on avait 21 textes avant et toujours 21 textes dans le nouveau, 2 domaines juridiques, 12 textes avant et après. Et après, nous avions des textes, aujourd'hui, on n'a pris que des textes administratifs purs. Dans les anciens, on avait des textes administratifs et puis aussi quand même quelques autres textes, notamment du domaine de la finance, où on n'avait pas vraiment de comparaison aujourd'hui pour pouvoir avoir dépendant des 2 côtés. Donc, ça veut dire 51 textes avant, 51 textes maintenant. Et comment a-t-on fait pour analyser ce corpus? Eh bien, on a repris tous les conseils qui avaient été donnés dans les guides et on a regardé ce que ça donnait dans notre corpus. On a d'abord analysé manuellement le corpus pour les aspects relationnels, structurels et visuels, et automatiquement pour les aspects où ça allait être beaucoup trop fastidieux et prendre beaucoup trop de temps à faire ça manuellement. Pour les aspects syntaxiques, on a utilisé un parseur donc qui permet d'analyser syntaxiquement un texte qui s'appelle Spacy pour ceux qui connaissent. Et au niveau lexical, un tagger qui permet de donner une catégorie morphosyntaxique à tous les mots, un tagger très classique, et des listes de mots. Je vais en revenir évidemment dans les résultats. Passons aux résultats. Donc, on a fait des analyses en différents niveaux, donc sur 5 niveaux d'analyse, que sont, je le rappelle, niveau relationnel, visuel, structurel, syntaxique et lexical, sur nos 2 sujets, guide de rédaction claire et le corpus. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails de tout, parce qu'en tout, on a 60 conseils des guides et ça a été décomposé en 184 notions dans notre corpus. Donc, je vais prendre simplement en général quel guide parlait le plus des différents niveaux et mettre l'accent sur certains points du corpus qui étaient les plus intéressants en réalité. N'hésitez pas à me poser des questions sur d'autres éléments si ça vous intéresse. Commençons avec les aspects relationnels. Donc, vous voyez ici, j'ai chaque fois mis les différents grands conseils avec quel guide on parle. Donc, vous voyez les petites images des guides. Ici, on voit que les aspects relationnels, c'est quand même dans le guide le plus récent qu'on va trouver le plus de conseils en rapport avec les aspects relationnels. Néanmoins, certains aspects étaient déjà présents dans les 3 guides, comme de s'adresser directement au lecteur, une partie de personnalisation. C'est important pour tous nos guides. Et dans la pratique, dans nos corpus, on voit que c'est plus présent maintenant. C'était déjà présent avant et ça continue à se retrouver plus. Donc, on va trouver beaucoup, surtout des vous et un peu des nous. Alors, les tu sont très rares, c'est surtout des textes à destination d'adolescents et les je sont très peu utilisés. Ça va surtout être du nous lorsqu'on parle d'administration. D'ailleurs, en point de vue d'accompagnement, on a vu que le nous et le vous pouvaient parfois parler de personnes différentes et ça pouvait être un peu confus pour des lecteurs. Donc, on a essayé de voir un peu, tiens, dans quel cas est-ce que la première personne est l'administration et la deuxième personne, le citoyen. On voit que de plus en plus, on va trouver des cas où le citoyen va être au centre du document. Donc, c'est lui, le vous, et même parfois le nous est devenu le citoyen. Ça va dépendre des textes. En ce qui concerne les conditions, on voit que de plus en plus, ce sont uniquement les informations nécessaires qui sont données aux lecteurs, donc pas moins d'informations où il leur manquerait des éléments, pas trop d'informations où il y a des choses inutiles. Mais malheureusement, on voit un élément qui ne va pas dans le bon sens, contrairement à tout le reste, c'est les adresses de contact. Il y en a beaucoup moins. Et en réalité, aujourd'hui, lorsqu'on trouve des adresses de contact, si c'est des numéros de téléphone, ça va souvent être des centrales d'appel et plus tellement un lien direct avec quelqu'un. Et si on a un lien direct, ça va être le courriel. Avant, on pouvait trouver plein d'informations d'un coup avec l'adresse courrier, le numéro de téléphone, le fax. Bon, le fax, il a disparu. Je pense que c'est une technologie plus ou moins oubliée. Mais aujourd'hui, c'est quasiment le courriel s'il y a un appel direct. Mais ça va souvent être indirect, malheureusement. Aussi au niveau du ton, pour essayer d'être plus bienveillant, dans nos textes, on voit qu'en effet, nos textes sont aujourd'hui beaucoup moins formels, ils vont être beaucoup plus positifs et essayer d'avoir un ton plus convivial en ayant moins de menaces et de responsabilités données sur le lecteur
Ça existe toujours, certains sont encore assez hardcore, on peut dire, mais ça va vers un mieux. C'est assez positif. Maintenant, au niveau visuel, on voit à nouveau que c'est le guide le plus récent, donc de 2017, qui fait le plus de commentaires, de conseils sur les aspects visuels. Mais aucun de nos guides ne parle des conventions de genre ou de chartes graphiques. Pourtant, on a des chartes propres à certains ministères. D'ailleurs, et on en voit dans les anciens, il y en avait déjà 22 textes qui suivaient une charte, et dans les récents, 29. Et si on prenait des textes encore plus récents, notamment ceux qui parlent de la COVID-19, il faut savoir que les textes qu'on avait pris, c'était au tout début de la crise et ils avaient été écrits dans l'urgence. Aujourd'hui, les textes ont été retravaillés, ils ont été même simplifiés dans certains cas et ils ont été normalisés. Aujourd'hui, il y a une charte propre de la communication fédérale sur la COVID. Donc là, il y a même encore plus de chartes graphiques qui sont mises en place que celles qu'on dit ici dans 29 des récents. En ce qui concerne les tableaux et les graphiques, ça a été important pour tous les guides. Donc, ça fait longtemps qu'on tape le clou. On voit que dans les anciens textes, c'était utilisé, mais pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est vraiment très fréquent. C'est même rare de trouver un texte où il ne va pas y avoir une illustration de différentes sortes. Ici, je vous donne des petites idées de ce qu'on peut même trouver. Le premier, c'est une ligne du temps d'une procédure administrative. Le deuxième, c'est la place de tout le monde dans un tribunal. Et le dernier, c'est d'expliquer, tiens, il y a un changement dans la vaccination de la rougeole, rubéole, oreillon, quand va être vacciné mon enfant. En ce qui concerne maintenant les renvois, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie, donc les deux premiers guides, parlent des notes de bas de page et des annexes qui sont importantes si jamais il y a des informations supplémentaires non essentielles au message premier du texte. L'IWBS, donc le nouveau guide, en parle évidemment des deux, mais a rajouté aussi le renvoi vers des sites web. Et on voit d'ailleurs dans nos corpus que les annexes, c'est plus ou moins pareil. Les notes de bas de page ont explosé, mais en réalité, la plupart des notes de bas de page font aussi référence vers un site web. Donc, c'est vraiment le lien, les renvois vont beaucoup vers des sites web où les gens pourront trouver plus d'informations. Au niveau structurel maintenant, là, on voit que c'est le guide en rouge qui est le plus présent, c'est le guide de la Wallonie. Ça peut s'expliquer vu qu'il ne proposait que 10 grands conseils dans lesquels ils expliquaient. Donc, en fait, les grands conseils étaient plutôt sur la structure et à l'intérieur, on trouvait d'autres éléments. En ce qui concerne l'organisation et la découpe des informations, donc l'enchaînement des idées, ajouter bien un contexte à son document, avoir une seule idée par paragraphe, c'était déjà assez respecté, ça l'est toujours, d'autant encore plus aujourd'hui. Et celui qui est le plus utilisé et le plus respecté, c'est une seule idée générale par paragraphe. Ça va avoir une influence sur la longueur de ces paragraphes, évidemment, on va en reparler juste après. En ce qui concerne l'utilisation des exemples et des contre-exemples, on voit que oui, on utilise, mais aujourd'hui, ça va être vraiment essayer d'être le plus explicite possible. Ce sont ces exemples-là. Donc, on va dire, par exemple, 2 points, comme dans cet exemple, pour que le lecteur soit bien guidé et qu'on lui dise vraiment ceci est un exemple, ce n'est pas la vérité générale et ce n'est pas non plus un contre-exemple qui pourrait ne pas concerner le lecteur. En ce qui concerne la longueur, donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a une seule idée générale par paragraphe. Ça a une influence que forcément, les paragraphes aujourd'hui ont tendance à être plus courts. De 27 mots par paragraphe en moyenne, on passe à 19 mots. Ce qui a évidemment comme conséquence, si on a la même quantité d'informations, forcément, on a beaucoup plus de paragraphes. Donc, on fait plus que x2 de nombre de paragraphes aujourd'hui. Plus court, mais plus nombreux. Au niveau de la syntaxe, je n'ai pas eu assez d'une seule page pour vous mettre tous les conseils. Donc, c'est bien ce qu'on disait. Au niveau syntaxique, et vous verrez le lexical, c'est pareil. Il y a beaucoup de conseils différents qui sont proposés dans les guides. Et au niveau syntaxique, le guide belge qui en parle le plus, vous le voyez facilement, encore plus ici, c'est le guide Écrire pour être lu, donc le premier guide de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui en parle énormément. En ce qui concerne la longueur des phrases, tous les guides en parlent de manière différente. La Fédération Wallonie-Bruxelles dira une phrase, normalement, c'est maximum 15 mots. Le guide le plus récent dira 20 mots. Le guide de la Wallonie, ils disent « Faites des phrases courtes, débrouillez-vous pour savoir ce que ça veut dire ». Ce qu'il en est dans notre corpus, on voit que dans les anciens textes, il y avait environ 15 mots en moyenne par phrase. Donc, ça correspondait déjà à ce que la Fédération Wallonie-Bruxelles préconisait. Aujourd'hui, les phrases sont encore plus courtes, environ 11 à 12 mots en moyenne par phrase. On se dit, chouette, des phrases plus courtes, donc des phrases plus simples. Alors là, par contre, gros bémol, parce que
on se rend compte qu'il y a beaucoup plus en moyenne dans un texte de liens logiques. Donc, des conjonctions de coordination et des conjonctions de subordination. Ce qui veut dire que, oui, les phrases sont peut-être plus courtes, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont moins complexes pour autant. Au niveau des transformations, donc passives, négatives, impersonnelles, on voit que ça décroît en général, sauf pour les transformations négatives, donc c'est la dernière ligne, où là, on voit que ça augmente un peu. Bien bizarre, mais en réalité, il faut un peu nuancer ces résultats. Si on fait une analyse par domaine, si on prend ce qui est nouveau, on se rend compte qu'il y a un domaine qui fait de la résistance en particulier, c'est le domaine juridique. Que ce soit au niveau de la longueur des phrases, puisque dans les autres domaines, on avait 10, 11 mots en moyenne par phrase, eux, ils sont à 14. Mais que ce soit au niveau des passifs, des impersonnels et des négatives, ils ont tendance à faire beaucoup plus. Si on prend les impersonnels, c'est quasiment x2 par rapport aux autres textes. Il y a juste au niveau des négatives, au niveau médical, où ils aiment bien en avoir beaucoup. Il faut savoir que dans les textes sur la Covid-19, il y avait beaucoup de conseils en négatif. Donc, ne sortez pas de chez vous si vous avez le moindre symptôme, ne voyez pas plus de X personnes par semaine, ce genre de commentaires. Donc, ça peut expliquer pourquoi dans le médical, il y avait aussi beaucoup de négatifs. Si on prend d'autres aspects de syntaxique, on voit que le juridique aussi est problématique ailleurs. Si on prend le nombre de parenthèses, en moyenne, dans un texte juridique, on va trouver 34, voire 35 parenthèses, ce qui est absolument énorme, et même plus que ce qu'il y avait avant. Et au niveau des subordonnés, alors là, le score peut faire peur, je comprends. Comment est-ce que ça s'interprète? En réalité, c'est le nombre de subordonnés divisé par le nombre de phrases fois 100. Donc, en fait, ça veut dire ici que quasiment dans 100% des phrases, il y aura au moins une subordonnée. C'est beaucoup. C'est mieux qu'avant où ils étaient à 110, donc ça veut dire que toutes les phrases avaient au minimum une subordonnée et même souvent plus parce qu'il y avait affinité. Mais quand on voit par rapport, par exemple, au domaine administratif où on est à un peu moins de 60%, ben on se dit que le juridique pourra encore faire quelques efforts. Maintenant, au niveau des aspects lexicaux, là, à nouveau, j'ai eu besoin de 2 pages pour vous présenter tous les conseils. Et là, c'est le guide le plus récent qui en parle le plus, celui de l'IWBS. Donc, on voit que c'est encore quelque chose de très important pour tous les guides, même encore actuellement, de parler du lexique. En ce qui concerne le côté concret des mots qu'on emploie, ce qu'on a utilisé, c'est l'imageabilité de mots avec une liste de Desrochers et Thomson qui présente 3600 mots sur une échelle de 7 niveaux, de se dire est-ce que le mot est abstrait, c'est un score de 1, à 7, c'est un mot qui est très concret. Par exemple, liberté, c'est très abstrait, c'est difficile de s'en faire une image mentale, c'est un score de 1. Une abeille, je pense qu'on peut tous voir une abeille dans notre tête, ça a un score de 7. Dans nos textes, on voit que par rapport au nom qui fait partie de la liste, on est passé de 3,83 en moyenne à 4,23. Donc, on a quand même augmenté. Les textes utilisent des mots de plus en plus concrets. C'est quelque chose de positif. Au niveau des nominalisations, maintenant, on a utilisé la liste Vernon, qui présente les verbes et les nominalisations en lien avec ce verbe, plus leur fréquence sur un très gros corpus. Ce qui nous a permis de voir que dans nos textes nouveaux, on utilise plus de nominalisation. Donc, on pourrait se dire bah, c'est très négatif, mais il y a un mais. Quand on prend les nominalisations qui sont plus fréquentes que les verbes, on utilise plus ça. Donc, les cas qui sont vraiment problématiques, c'est les cas des nominalisations moins fréquentes que les verbes en lien avec cette nominalisation. On en utilise moins aujourd'hui qu'avant. Donc, si on utilise des versions nominales, en fait, elles sont plus fréquentes que les verbes. Donc, ce n'est pas si problématique que ça. Au niveau des sigles et des abréviations, maintenant, on a fait une analyse semi-automatique. Donc, on a détecté automatiquement avec des règles les sigles et les abréviations dans les textes. Et après, manuellement, on a été voir si c'était expliqué quelque part dans chaque texte les différents sigles et les abréviations qu'on avait trouvés. Alors, on voit qu'en général, on n'utilise pas trop de sigles ou d'abréviations dans un texte en moyenne. Néanmoins, ce qui est un peu problématique, c'est qu'aujourd'hui, on n'en utilise peut-être pas beaucoup, mais on a tendance à moins les expliquer dans le texte. Donc, normalement, si on en utilise un, il faut expliquer ce que ça veut dire, et ça, ce n'est pas vraiment acquis aujourd'hui. Au niveau de tout ce qui est jargon, archaïsme, mots à la mode, on a encore un peu limité dans notre analyse. On est toujours en train de travailler dessus parce qu'il nous faut des listes. Et là, pour l'instant, ici, ce que je vais présenter, on avait travaillé des listes du Wiktionnaire pour les anglicismes et les latinismes, où on voit que ça augmente. Mais
Voilà, j'ai encore un mais. Ce n'est pas des tendances générales au final, c'est en fait un domaine, un peu comme tout à l'heure où le juridique avait tendance à faire monter tout le monde. Ici, c'est pareil, il y a à chaque fois un domaine qui a tendance à faire monter tout le monde. Au niveau des anglicismes, c'est le domaine administratif. Ils aiment bien les mots à la mode qui viennent de l'anglais dans le domaine administratif. Et au niveau des latinismes, je pense que ça ne va étonner personne si je vous dis que c'est le juridique qui adore utiliser des mots en latin avec quasiment à chaque fois 2 mots en latin dans chaque texte. Il n'en démorde pas. En ce qui concerne l'explication des termes spécialisés obligatoires, on a voulu voir, tiens, est-ce qu'il y avait beaucoup de termes spécialisés dans les textes? Donc, on a utilisé des listes. Pour le médical et le juridique, on a fait des mélanges de plusieurs listes pour avoir les listes les plus larges possibles et qui recouvrent aussi des différentes réalités, notamment la réalité belgique au niveau du juridique. Et pour l'administratif, on a repris une liste qui existait déjà du projet à mesure. On voit que dans les termes spécialisés du médical, c'est évidemment dans nos textes médicaux qu'on va en trouver le plus. C'est assez stable au niveau du nombre. Au niveau juridique, c'est dans les textes juridiques qu'on va en trouver évidemment beaucoup. Vous voyez que ça a tendance à monter en flèche aussi. Avant, on avait environ 2 mots juridiques. Là, maintenant, on est à 6. Ça augmente un peu et ce n'est pas forcément quelque chose de positif si jamais elles ne sont pas expliquées. On peut voir aussi que malheureusement, notre liste administrative n'a pas sorti grand-chose en lien avec les textes administratifs. Alors, on va sans doute devoir retravailler notre liste. Mais on peut voir déjà comme ça, c'est assez intéressant de se dire que dans nos textes administratifs, le juridique est quand même très, très présent. Donc, il y a un fort lien entre domaine administratif et domaine juridique en réalité. Bon, là, je vous ai un peu assailli de plein de nombres de toutes sortes. Je vais essayer de conclure en vous donnant un peu des généralités, enfin ce que je peux dire de ce que j'ai repéré de toute mon analyse. Au niveau des guides de rédaction en Belgique francophone, pour tous les guides, et surtout le plus ancien, donc Écrire pour être lu qui date de 2000, beaucoup de conseils sont donnés sur la lisibilité du texte. Lorsqu'il y a même d'autres conseils qui sont donnés sur d'autres niveaux, ils sont parfois cachés à l'intérieur d'un élément sur la lisibilité. Et par contre, le guide le plus récent va prendre en compte des éléments qui n'existaient pas avant, c'est-à-dire la prise en compte de l'expérience utilisateur, que ce soit pour le lecteur, bien sûr, à qui on veut que son expérience soit la meilleure, mais aussi pour le rédacteur, puisqu'on lui propose des grilles d'analyse pour son texte, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et également la prise en compte de nouveaux modes de communication, puisqu'il y a des conseils qui sont donnés pour les communications web qui n'existaient pas avant. Au niveau relationnel, on voit aussi que tout ce qui est le ton du texte apparaît seulement dans les guides les plus récents. Dans les guides les plus anciens, on va trouver, oui, personnalisation, accompagnement plus ou moins là, parfois caché derrière d'autres conseils, mais ils existaient. Le ton, non. C'est vraiment dans le guide le plus récent où on voit le ton avec le côté bienveillance qui apparaît. Donc là, c'est peut-être aussi en lien avec ce qu'on va trouver dans les études. Aujourd'hui, on prend de plus en plus conscience de la bienveillance des textes. C'est très, très important. Au niveau du corpus, maintenant, d'un point de vue efficacité informationnelle, on voit une très grande importance du visuel. Alors, c'est sans doute une influence du numérique, puisque dans le numérique, on a besoin de quelque chose qui soit très attrayant visuellement. Et bien, aujourd'hui, les textes aussi vont utiliser beaucoup plus le visuel pour attirer les lecteurs et pour leur présenter différentes informations. C'est même le cas, on le voit avec les guides de rédaction claire, puisque le guide de 2000 a été réédité pour changer son visuel. Donc, même eux, ils s'en sont rendus compte. Au niveau toujours efficacité informationnelle, on voit que les textes juridiques restent toujours aujourd'hui problématiques. Le plain language, au départ, a été créé pour les textes juridiques et encore aujourd'hui, ce sont eux qui font le plus de résistance, surtout au niveau de l'efficacité informationnelle. C'est quand même assez interpellant, je trouve, personnellement. Il y a encore beaucoup de travail à faire avec les juristes. D'un point de vue efficacité relationnel, maintenant, on voit que les textes sont plus personnalisés aujourd'hui. On commence enfin à prendre en compte que mettre le lecteur au centre, c'est important. Le citoyen doit être au centre de cette communication et n'est pas juste « Madame, Monsieur, on s'en fiche ». Et en ce qui concerne les modes de communication entre l'État et les citoyens, aujourd'hui, quand c'est des contacts directs, on va plutôt trouver le courriel qui va être privilégié. On oublie évidemment le fax qui, je pense, très peu de gens ont encore un fax aujourd'hui.
Mais malheureusement, on va voir aussi que les échanges ont tendance à être moins directs aujourd'hui. Plutôt que d'avoir un lien avec quelqu'un qui pourrait répondre aux questions du citoyen, on va le renvoyer vers des foires aux questions, vers des sites web où il va devoir normalement se débrouiller pour trouver ces informations, et plus tellement une personne, alors qu'avant, c'était vraiment le cas d'avoir un contact direct, même dans les lettres. C'est sans doute une des conséquences du virage numérique de l'État. C'est assez dommage, malheureusement, mais voilà, c'est comme ça. Bon, c'est pas vraiment très joyeux pour terminer, mais voilà, j'en ai terminé. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et mes références, évidemment. Et là, je partage. Merci Adeline et merci d'avoir départagé ton écran tout de suite. Magnifique. Merci beaucoup. J'ai une première question. Est-ce que je commence par... OK. Alors, j'ai une question d'Émilie Michaud que je recherche là parce qu'elle vient de Pardon. Voilà. Dans le corpus, est-ce que certains documents provenant du gouvernement étaient en fait une traduction du même document en flamand plutôt qu'une rédaction francophone? Alors, on a essayé d'avoir plusieurs niveaux de pouvoir de Belgique qui étaient représentés et on a essayé d'avoir le moins possible des textes qui venaient du fédéral pour essayer d'éviter justement le fait que ce soit des traductions, parce que c'est vrai qu'en Belgique, la plupart du temps, vu qu'il y a plus de personnes qui parlent néerlandais en Belgique, ben c'est souvent, les textes sont d'abord écrits en néerlandais puis traduits en français. On a quelques textes au niveau fédéral, notamment en ce qui concerne la COVID-19. Et comme je le disais dans la présentation, les textes ont été écrits dans l'urgence, ce qui fait j'ai eu quelques petites perles, donc des phrases où c'était typiquement pas du tout français et c'était du calque du néerlandais pur. Et il y a même dans un document où c'était, je pense, sur comment faire pour laver les tissus qui ont été en contact avec une personne malade, il y avait une phrase en entier en néerlandais dans le document en français. Ils avaient oublié de traduire la phrase. C'était pas une petite phrase en petit, hein, c'était un des grands conseils généraux. Donc oui, on avait quelques cas comme ça qui venaient du néerlandais, mais très très peu. Donc c'est quasiment uniquement les textes liés à la COVID en réalité qui étaient dans ce cas-là. Merci. Est-ce que je peux encore... Oui, d'accord. Alors, j'ai Amélie Bourret qui dit « Merci beaucoup Adeline, analyse et présentation très intéressante. » Anne Verviers, très belle synthèse, bravo. Valérie Delavigne, merci pour votre travail très minutieux. Avez-vous une idée sur les raisons des résistances du juridique? Ouh je pense qu'ils sont très liés aux traditions. Donc, il y a pas mal d'études qui sont faites justement pour essayer de convaincre les juristes, les avocats de dire que c'est important. J'avais lu, il y a aussi une enquête qui avait été réalisée auprès de juges avec deux versions d'un même plaidoyer, une version classique avec tout le jargon possible, imaginable, et une version la même, rédigée clairement, et ils avaient envoyé les deux aux juges et on leur avait demandé lequel pour vous était le plus convaincant, et tous ont dit que c'était la version claire qui était le plus convaincant. Et ça fait un petit coup quand même quand les juristes ont appris ça, mais malgré tout, ils restent très très attachés aux traditions. J'ai moi-même un ami qui est avocat et quand je lui parle, tu n'es pas obligé d'utiliser des mots en latin que toi-même tu ne comprends pas. Tu le sais que tu as dû les apprendre par cœur. Mais tu penses bien que le commun des mortels n'a pas besoin de l'avoir en latin si tu peux le traduire en français. Mais malgré tout, il dit oui, mais c'est plus beau. Oui, c'est plus beau, mais c'est incompréhensible. Je ne sais pas très bien. Est-ce qu'ils se sentent menacés en disant qu'on n'aura plus besoin d'eux si on comprend la loi? Normalement, tout citoyen est censé comprendre la loi. Je ne saurais pas dire exactement. Oui, alors pour aller dans la prolongation de ça, est-ce que les sociétés devenant de plus en plus complexes, cela n'amène-t-il pas à aller dans le sens d'une complexité d'écriture de leur part? Est-ce qu'il n'y aurait pas ça aussi? Ah, c'est possible que... C'est possible, ça j'avoue que... faudrait que j'en parle une fois à mes amis juristes, leur demander. Oui, parce que mais le nombre c'est de vrai documents... J'avais discuté, même chaque fois que j'en parle avec eux, c'est à chaque fois ton travail est très intéressant, mais... c'est le petit mais avec le oui, mais la beauté du latin dans nos phrases, la beauté des phrases qui sont bien longues. Ça fait oui, mais personne ne vous suit, vous savez.
Est-ce que, Oui. est-ce que je te cède la parole Oui. encore? Oui. Alors, oui, merci pour la présentation et puis tout ce travail de mise en évidence à quel point l'écriture numérique réintroduit le visuel, en fait, comme vous l'avez bien montré dans l'analyse, et comment les guides contemporains ne peuvent pas faire cette économie-là, et que c'est quelque chose qu'il faut penser. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire, par rapport au ton du texte, qu'il y a une prise de conscience que la surénonciation due à la relation asymétrique entre l'administrateur et l'administré, eh bien, est en train un petit peu d'être mise de côté. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'être dans l'explication et d'avoir un ton un peu professoral, et qu'on est davantage dans de la coopération et qu'il y a un glissement là. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, totalement. Alors, il y a encore, et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'on essaie de plus en plus de passer vers de la coopération. Et c'est du coup, lorsqu'on tombe sur des textes aujourd'hui, j'ai reçu encore il y a quelques semaines un document où je me suis dit, oula, ça serait magnifique dans mon corpus de ma commune, et où j'ai cru très honnêtement que j'avais raté un paiement et qu'en fait, j'étais sur un impayé et qu'on me disait très clairement que j'allais devoir… J'étais en fait dans un rappel et que ça y était, j'allais avoir des frais en plus et que j'étais une mauvaise habitante de la ville. Mais en réalité, pas du tout. C'était juste pour me dire « Bonjour, vous faites partie de notre ville, n'oubliez pas de payer votre taxe poubelle. » C'était juste ça que vous voulez me dire. Et c'était tellement… Oui, voilà, de côté professoral et dans le côté, justement, à me mettre la responsabilité et me menacer que je vais avoir des pénalités si jamais je ne donne pas mon argent pour les poubelles. C'était d'une importance capitale pour eux. Oui, en effet, du coup, vu qu'on a l'habitude maintenant de plus en plus d'avoir ce côté coopération, mais celui-là qui ne l'était pas du tout, il m'a choquée. J'ai dû le lire 5 fois avant de comprendre que j'étais limite en pleurs, de me dire au secours, j'ai fait quelque chose de mal, j'ai un courrier qui est parti. Mais donc, même personnellement, oui, je le ressens fort. Donc, je ne veux même pas croire des personnes qui auraient peut-être plus de mal ou qui auraient déjà une appréhension vis-à-vis des administrations. Ça va être d'autant plus dur pour eux. Ça serait presque un indicateur de l'absence d'un rédacteur professionnel. Ce genre là, de texte. Très clairement, j'ai failli leur envoyer une petite carte en leur disant si vous voulez. Ah, tiens, on a une remarque d'Anne Verviers qui dit « Il faudrait poser la question à Olivier Beaujean, directeur de Droit quotidien Belgique, qui travaille beaucoup sur le langage juridique clair. » Oui, tout à fait. C'est une ASBL qui travaille justement sur le juridique. On a utilisé notamment certaines de leurs listes pour justement notre liste sur le vocabulaire juridique belge, puisqu'ils essayent d'expliquer plusieurs notions très complexes sur le domaine. Et oui, en effet, lui, il doit avoir… il contacte souvent justement tout le domaine juridique, il doit avoir plus… Et Anne Verviers continue en disant « Je forme beaucoup de rédacteurs fonctionnels dans les administrations belges. Une des résistances majeures à la communication claire et conviviale, c'est « on a toujours fait ça comme ça ». Le poids de la tradition. Je crois qu'on a un problème de connexion. Bonjour Adeline, tu avais… Désolée, j'ai dit… Comment on dit ici? Je l'ai… je n'ai pas d'autres questions. Moi, j'aurais une dernière question par rapport à la syntaxe et au fait que les subordonnés résistent à la simplification, entre guillemets. D'un point de vue didactique, nous avons le même problème dans la formation des rédacteurs professionnels. Nous n'arrêtons pas de leur dire attention aux subordonnés. Et en vous écoutant, je me disais, mais il y a peut-être une absence de représentation que le lecteur réalise un travail. Il est en train de lire et il a une charge cognitive. Est-ce que ça ne serait pas quelque chose comment dire, presque à introduire dans les guides? Attention, le lecteur réalise une charge cognitive. Oui, peut-être de le mettre plus en avant. En tout cas, je sais que dans certains guides, il y a une petite notion de dire attention, le lecteur, il est là, il travaille quand même, il ne subit pas votre texte, il faut qu'il le comprenne, il faut qu'il ait envie d'agir une fois qu'il a compris votre texte. Et donc, il y a un petit peu de notion même de mémoire de travail qui est mentionnée dans certains guides, mais de manière très, très limitée. Donc, oui, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être plus mentionner.
Moi, moi, je me pose la question aussi des risques d'aller trop du côté de ne pas faire de subordonnée, parce qu'il reste quand même qu'une subordonnée, c'est une phrase qui est subordonnée à une principale. Et de ce fait-là, il y a quand même une hiérarchisation dans la pensée, et les marqueurs logiques ont l'avantage aussi de nous donner des explications par le fait qu'on y voit bien qu'on est dans une conséquence, qu'on est dans une cause, et d'une certaine façon, il faudrait là aussi pas mal tester, à mon avis, quand même la compréhension. Oui, effectivement, aussi la charge peut être exigée. Mais si on avait des textes qui n'étaient écrits qu'avec des phrases courtes, sans connecteur et sans coordination et sans subordonnée, moi, je pense que ce serait extrêmement difficile parce que la variété est un facteur aussi d'intérêt. Il ne faut pas oublier la motivation de lecture. On est souvent sur faut faire simple, faut faire simple, faut faire court, mais il faut aussi varier. Il ne faut pas avoir que des phrases sujet, verbe, complément. Bien sûr qu'on dit qu'il faut prendre la phrase canonique et que c'est plus sage, mais moi, j'aurais très peur de tomber dans des recettes de cuisine qui diraient qu'il faut complètement abolir les subordonnés, lâcher les coordonnées et ne plus avoir une phrase de 33 mots, parce qu'il y a des phrases de 33 mots qui permettent d'être beaucoup plus claires que de couper la phrase et de rajouter. Si je dis si vous avez oublié de nous envoyer votre lettre, veuillez la faire parvenir à l'adresse ci-dessous de point machin, ça me fait peut-être 40 mots, mais c'est très clair. Donc, moi, j'ai toujours un tout petit peu peur quand on est dans les recettes de cuisine d'en arriver à penser qu'il y a une façon. Ça, on l'a vu dans plusieurs des conférences. Les contextes changent, et puis les domaines, les genres. Enfin, il y a beaucoup de choses dont on doit tenir compte. C'est vraiment multifactoriel. Donc, je vais te laisser réagir quand même, Adeline, mais c'était juste pour rebondir sur l'histoire de la subordonnée. Elle a gelé, ma pauvre. Elle n'est plus là. Alors, je suis navrée, mais nous allons être obligés de terminer là-dessus parce que je vois que notre pauvre conférencière belge a été coupée par